Je présente nos deux experts. Donc, on va commencer par Nicolas. Nicolas, je te laisse te présenter. Donc, bonjour à tous. Pour ceux qui n'étaient pas là au premier atelier, je suis expert SEO depuis 15 ans et cofondateur de SEMJ, qui est une plateforme SEO pour optimiser vos contenus. Merci Nicolas. Laurent, je te laisse te présenter aussi. Bonjour ou rebonjour à tous. Moi je suis Laurent Giglio, consultant SEO depuis plus de 10 ans et responsable d'agence de Digimood à Montpellier, qui est une agence spécialisée en SEO, SIA et SMA. Très bien. Et donc moi, Arnaud Maes, membre fondateur du groupement ID Réseau. Alors, on va aborder donc la thématique, les dernières tendances, comment gagner encore plus en trafic, la suite. Mais on va surtout voir le dernier point qui n'a pas été abordé, qui était la partie Google Analytics. C'est bien ça? Oui, tout à fait. On va faire un petit retour arrière, qui était le dernier point tendance, pour qu'on puisse tous en discuter. C'est la fin de Google Universal Analytics. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Google Analytics, c'est un outil complémentaire de la Search Console qui permet du coup de mesurer notamment son trafic à travers les différents canaux. Le canal SEO, bien entendu, les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, ce qui est important d'avoir en tête autour de la fin d'Universal Analytics, c'est que la fin, c'est pour bientôt, le 1er juillet. De toute façon, quand vous vous connectez à Google Analytics, enfin dans Universal Analytics, vous ne pouvez pas le louper parce que maintenant, vous avez cette jolie modal box qui peut faire peur à la base. Donc, si vous n'avez pas encore choisi et amorcé votre transition vers un autre outil analytique, c'est le moment ou jamais, pour le coup. Et ce qui est assez intéressant, nous on le voit avec nos 300 clients, c'est que avant, tous étaient sous Universal Analytics, je dirais 95%. Maintenant, on a des clients qui choisissent plusieurs solutions différentes. Bien entendu, Google Analytics 4 qui reste le leader, mais on a quand même beaucoup d'entreprises qui vont choisir par exemple Matomo, Piano Analytics, Piwik Pro, Adobe Analytics, ça c'est plus pour les grands comptes, et éventuellement Plausible. Notamment Matomo pour des sujets, parce que Matomo c'est recommandé par la CNIL pour les sujets de RGPD. Et en plus, a priori, j'ai des clients qui ont réussi à débrider Matomo pour avoir vraiment toutes les informations de visite, alors que sur un Google Analytics, on va avoir seulement les infos quand l'utilisateur accepte les cookies. Donc ça, c'est un point important à avoir en tête. Et pour ceux qui se posent la question encore de Google Analytics 4, sachez que c'est intéressant d'avoir en tête que vous pouvez avoir vos données Search Console directement dans Google Analytics 4. Et également, ce qui est assez intéressant dans Google Analytics 4, vous pouvez créer vos propres rapports personnalisés et également personnaliser le menu de gauche pour ajouter directement vos différents rapports personnalisés. Donc voilà, ça c'est les deux petites astuces à avoir en tête. Et donc du coup, après, le sujet c'est autour de ces outils analytiques. Est-ce que vous avez des questions? Alors, moi j'ai bien envie de leur poser la question. C'est vrai que par rapport à ça, qui en fait a été surpris de voir ce message, ce compte à rebours en fait? Est-ce que tout le monde a vu que c'était la fin? Vous avez vu cette information? Et donc derrière, est-ce que vous avez mis en place des parades par rapport à ça? C'est cette question en fait qu'on a envie de poser à nos experts ici. Alors, qui se lance? Qui a été là-bas au fond? Allez, je prends mes baskets et j'arrive complètement. Voilà. Google nous a mis des messages très régulièrement depuis des mois, migrer sur 4. Donc nous, on l'a déjà fait. Donc du coup, le compte à rebours, on n'a pas eu la chance de le voir. Vous n'avez pas eu le grand compte à rebours. Alors, le compte à rebours, c'est une chose, mais est-ce qu'ici, il y a eu des parades qui ont été faites par rapport aux outils qui ont été présentés? Qui veut témoigner? Objectif, c'est qu'on puisse tous avancer ensemble et qu'il y ait des best practices, entre guillemets. Oui? On vous écoute? C'est pas un témoignage, mais en fait, nous, on est passé sur Matomo et vous avez très brièvement dit Matomo débridé. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous considérez comme débridé et quelles infos vous avez réussi à avoir sur du Matomo un peu poussé. Oui, alors, j'ai pas d'informations précises là-dessus. Je sais que j'ai plusieurs clients qui
en fait, arrive à vraiment traquer l'ensemble des visites, même si l'utilisateur n'a pas accepté les cookies. J'en sais pas plus, il faut creuser le sujet, mais j'ai trouvé que c'était un point assez intéressant, parce que c'est vrai que depuis la mise en place de ces sujets d'acceptation de cookies, dans un Google Analytics, plus que jamais, vous n'avez pas toute la donnée. Et c'est d'autant plus vrai avec Google Analytics 4. Vous avez potentiellement, je sais pas, 60-70% de la donnée. Ça dépendra des secteurs. Donc, il faut l'avoir en tête. Donc, c'est vrai que ce côté obtenir toute la data peut être un sujet intéressant. D'ailleurs, ça peut être intéressant, je veux bien votre retour, c'est pourquoi vous avez choisi Matomo? RGPD, ok. RGPD. Présentez-vous si c'est possible, ce serait bien. Donc, je suis Aurore Fournet, je travaille à Meuse Attractivité, je suis content manager. On vient de refaire notre site internet et nous avons abandonné Google Analytics au profit, bon, il n'était pas dans la liste, peut-être un outsider, Witistat par la société IDFR. La motivation du choix, c'est un outil français, donc c'est une politique, on a une politique RSE et de data en France, le data center est en France. Et donc les données sont hébergées en France et effectivement, il est exempté de consentement car compatible CNIL, etc. Donc on a toutes les données, bon, anonymes, mais ça permet d'avoir tout le parcours. On laisse quand même le choix à la personne de ne pas être suivie tout de même. Bon, l'essentiel ne le fait pas, on l'a mis dans les mentions légales, on a respecté tout ce qu'il fallait. Donc on a le parcours total. Voilà. Et plus d'acceptation de cookies, c'était quelque chose qui m'énervait vraiment sur les sites. Et j'ai cherché l'outil qu'il fallait. Voilà. Retour. Donc c'est intéressant, hein. On Merci. voit que ce sujet de pouvoir avoir toute la donnée et en plus éviter le consentement, c'est des nouveaux critères qu'on n'avait pas forcément il y a 5-10 ans, quoi. Je pense que de plus en plus, au niveau de vos clients, hein, c'est toujours cette question en disant mais les datas sont stockées, etc. C'est toujours un petit peu une... C'est un petit peu tendu un peu cette notion sensible. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages par rapport à cette migration? Levez la main pour que je puisse vous identifier. Pas d'autres témoignages. On va passer donc la suite. Alors on était donc par rapport à ça sur la stratégie. En fait, ça vaut le coup de montrer le petit focus, qui était important. Donc là, on comptait aborder donc à la préparation en fait de cet atelier. Il y avait tellement de choses à dire par rapport à ça. On a dû faire des choix. Et donc sur cette deuxième partie, on vous présente les stratégies SEO, hein, notamment par rapport à 2023, Cocon sémantique, le Content Factory, le SEO local et notamment les questions de migration, où là, je me souviens qu'on a eu des petits débats par rapport à ça. Allez, c'est parti, stratégie SEO, on vous écoute. Très bien, merci Arnaud. Alors du coup, je vais vous proposer un axe de travail sur la stratégie SEO. Une stratégie SEO, c'est quoi en 2023? C'est le fait de définir un portefeuille de mots-clés légitimes et pertinents sur lesquels on peut se positionner. Donc ça, c'est la première étape. Mais la deuxième étape, c'est, comme j'ai pu le dire en introduction dans la partie d'avant, c'est au-delà de la requête, c'est de maîtriser l'intention de recherche, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce que l'internaute cherche, qu'est-ce qu'il veut comme information quand il tape une requête. Et en fonction de cette information, je vais pouvoir mettre en face de chaque requête un type de page. Une page d'accueil, une page définition, un article de blog, une page listing e-commerce, une page produit. Donc ce travail-là permet du coup de faire le relationnel entre une requête et une page afin d'être plus pertinent et plus légitime. Du coup, le type d'exercice qu'on peut se mettre à place, qui est inspiré directement du marketing, c'est d'utiliser la méthode 3QCP et de ce 3QOCP, pardon, qui permet du coup de se dire déjà, premièrement, qui sont vos cibles. Donc ça peut être directement décliné de votre stratégie marketing. Quels sont vos personas? Qu'est-ce que je souhaite leur vendre? Quand souhaitent-elles faire appel à moi? Où sont-elles? Donc du coup, ça peut faire aussi appel à de la recherche locale qui, comme on l'a vu tout à l'heure, permet d'être du coup moins concurrentiel que quand on va attaquer une requête frontale sur tout le territoire national. Et aussi, comment me recherche-t-elle? Donc on pourra voir aussi qu'en fonction du jargon qui est utilisé, il peut y avoir des requêtes intéressantes à travailler. Et enfin, pourquoi? Qu'est-ce qui va me différencier de mes concurrents? Quelle est mon histoire? Quelle est ma valeur ajoutée? Donc pour revenir sur la partie des personas, si je prends l'exemple du tourisme, l'idée c'est de comprendre aussi qui sont-ils. Est-ce que c'est une famille, un couple, un célibataire, monoparental, des sportifs, des amis? Quel type d'établissement est-ce qu'ils vont chercher? Un gîte, un hôtel, un club de vacances, un Airbnb? Et un autre exemple, c'est aussi de mettre ça en face d'une période, l'été, l'hiver, la Saint-Valentin, Pâques, etc. Donc l'idée c'est d'avoir justement
des entités en se disant voilà les différentes briques qui peuvent exister. Nous, notre travail après, ça va être de faire des combinaisons de mots-clés avec toutes ces entités. Donc pour la partie cible, ensuite on a quoi? Bon, dans notre thématique du tourisme, ça va être surtout de l'établissement, de l'activité, donc hôtel, camping, séjour, village vacances. Il peut y avoir aussi de la destination, donc ça peut être géolocalisé, région, département, ville, ou ça peut être des thèmes comme la montagne, le ski, ou alors après des lieux plus précis. L'idée après, c'est de se commencer, comme je vous disais, à faire des combinaisons de mots-clés. Donc par exemple, village vacances sportif Mandelieu. Ok, ça va être une requête qui va être qualifiée de plus longue traîne, donc plus longue, mais par conséquent moins concurrentielle, et qui peut permettre du coup d'aller cibler un profil beaucoup plus précis et donc assurer un meilleur taux de conversion. On peut aussi derrière mixer d'autres arguments marketing comme tout compris, pas cher, promo, dernière minute. Donc c'est des gens, on se rend compte que des gens qui peuvent taper ce genre de mots ou d'expressions en fin de requête et qui vont du coup amener un ciblage beaucoup plus précis. Quand la saisonnalité dans le tourisme elle est super importante, on se rend compte que quand on interroge l'outil Google Trends, qui est un outil qui permet de voir la saisonnalité d'une requête sur le long terme, de voir que Camping France, au final, le pic, en tout cas le début des recherches, commence dès début décembre. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas commencer à travailler en mars ou en avril, il faut commencer à travailler dès la fin de l'année précédente. Donc des fois, il peut y avoir deux types. Soit la personne, elle va préciser, ou elle ne va pas préciser. Donc dans Camping France, elle ne précise pas, mais des fois ça peut être 2023, janvier, été, donc il y a souvent des marronniers qui reviennent, donc ça peut permettre de dire en SEO, on peut travailler cette page-là, qu'on va retravailler l'année d'après. Et le fait de rajouter 2023, 2024, où ça peut permettre de travailler aussi l'actualité, mais aussi de prévoir les années précédentes. Donc tout ça, ça peut se décliner avec des pages vraiment spécifiques pour aller traiter tous ces types de mots-clés. On parlait tout à l'heure aussi de géolocalisation, donc c'est sûr que quand on a un camping qui est situé juste dans le Var ou dans la région, on va vraiment insister sur le camping de la ville. On peut aussi travailler les villes qui sont proches, donc, et avoir une granularisation région, département, ville et ville environnante. Ce qui est important aussi pour la partie géographique, c'est de travailler aux fiches Google My Business. Moi, j'y reviendrai un peu plus en détail dans la partie SEO locale. Parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que Google, il est capable de comprendre justement quand vous tapez plombier à Paris ou restaurant à Marseille, vous n'aurez pas du tout les mêmes résultats. Aujourd'hui, il est capable de comprendre que vous recherchez quelque chose de local et d'adapter les résultats en conséquence. Ensuite, le comment, donc là, dans le tourisme, vous n'êtes pas trop confronté à ce cas, mais ça peut arriver que dans certaines thématiques, on ait un jargon technique et qui ne soit pas forcément utilisé par votre cible. Donc c'est important aussi d'utiliser les bons termes si vous utilisez des acronymes ou des termes techniques. Par exemple, moi en SEO, si je vous parle de crawl, de PRI et d'exploration et de cloaking de bots, vous n'allez rien comprendre. C'est des termes techniques. L'idée, c'est justement de vulgariser, donc de faire ce travail-là sur votre site via un glossaire, via des actualités pour évangéliser. Ce qui peut être intéressant dans l'exemple de Mandelieu, c'est que moi je m'attendais à ce que Camping Mandelieu, 590 RM c'est recherches par mois, et Camping Mandelieu de la Poule, c'est 1900 recherches par mois. Donc moi je m'attendais à ce que les gens tapent juste Camping Mandelieu, en fait vraiment ils tapent l'expression complète, et ça vous permet du coup d'identifier la requête qui a le plus haut volume de recherche, donc l'expression qui est le plus importante à travailler. Et enfin, on peut rajouter à ça d'autres arguments. Donc on peut après utiliser des techniques, de méthodes de commercial pour justement identifier ce que l'internaute va rechercher, ou en tout cas les arguments ou les éléments qui sont importants pour lui, de rajouter des notions. Alors soit de créer des pages dédiées sur le pas cher, sur l'écologique, sur le responsable, sur le paiement plusieurs fois, soit utiliser des critères, des arguments qui vont être disséminés dans le template de votre page pour faire office de facteurs de réassurance. On sait que ça, c'est des termes qui connotent l'internaute et qui intéressent l'internaute, voilà, modifiables, annulables, notamment dans la réservation, c'est important d'avoir ces mentions-là sur votre site. Donc l'idée après d'avoir fait ces différentes questions en collaboration avec votre équipe marketing, c'est d'avoir différents types de mots-clés catégorisés qui peut permettre après d'avoir un mind map qui va justement définir le périmètre de votre site, où chaque page de votre site aura un objectif de mots-clés bien précis. Donc du coup, une fois qu'on a la stratégie SEO et qu'on a le plan d'action et qu'on sait les requêtes qu'on va travailler, on peut faire appel à des techniques comme le cocon sémantique pour vous montrer et comment arriver à mieux se positionner. Peut-être qu'il y a des questions quand même sur la première partie. Je pense qu'on va peut-être faire un petit step question, parce que là, c'est vrai quand on dit stratégie SEO de 2023, je présente, ça reste une stratégie marketing. Donc, oui, voilà, c'est ça aussi que je voulais souligner, c'est qu'à l'époque, le SEO, on se dit ouais, c'est le mec dans son coin qui va faire des trucs avec le moteur et des mots-clés. Non, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui doit s'intégrer, qui doit découler de la stratégie marketing. Et le travail de SEO, ça va être de traduire les arguments
la valeur ajoutée sur des requêtes précises qui vont être tapées pour des internautes et de faire le lien entre ce que l'internaute va taper et ce que la page va recevoir. Donc c'est vraiment aujourd'hui un travail de collaboration avec toutes les équipes marketing, bon aussi développeurs pour la partie technique, mais surtout au préalable avec les équipes marketing. Ouais. Alors Laurent, moi, j'ai envie de poser à la question là au public, qui travaille de cette manière-là? Allez-y, franchement. Allez-y. Donc voilà, donc ici, donc on est sur un petit 10% peut-être à peine. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des retours d'expérience par rapport à ce que vous faites, notamment des matrices de persona, etc. Est-ce qu'il y a des process comme ça que vous avez développés au sein de votre entreprise, de votre territoire, qui sont assez, qui pourraient être forts de témoignages ici? Oui. Le Cap d'Agde. Bonjour. Alors, on a adopté, Sandra de l'OT de Serre-Chevalier, dans les Hautes-Alpes. Alors, on a adopté cette stratégie depuis le mois de juin de l'année dernière et on a doublé les chiffres au niveau des statistiques sur le site Destination. Alors, on a mis les moyens financiers, les ressources humaines et on essaye de tenir, mais bon, là, on est sur la partie langue parce qu'on se pose la question de se dire est-ce qu'on a les moyens et le temps de faire la même chose avec les langues étrangères? Donc bon, ça c'est... Il n'y a qu'à Faucon. Un peu plus d'argent. Mais c'est vrai qu'on a aussi, pour vous donner un ordre d'idée, on est passé d'un budget entre 4 et 7 000 euros à presque 20 000 euros par an maintenant, dédié à la rédaction, à toute cette recherche, aux outils, SEMrush, Yourtext, enfin voilà. Il y a vraiment une dynamique qui paye. Et au-delà de ça, ça vous donne aussi des idées sur comment améliorer le site ou comment clarifier le message ou apporter de la valeur ajoutée à vos offres et à vos activités? Exactement. Et on a pris le parti pris d'avoir un parcours utilisateur beaucoup plus long pour amener de la transformation au niveau de la résa et ça marche. Ça marche clairement. Ça doit être pour ça que je fais la Serre-Chevalier cet hiver. J'ai bien vu la différence. C'est un très bon choix. Alors aussi la problématique, c'est ce que tu disais, la problématique des sites multilingues, c'est aussi une grosse problématique parce que globalement, le cocon sémantique, et je fais une bonne transition par rapport à ce qu'on va voir, c'est les mêmes techniques, mais il faut bien connaître aussi les comportements des publics étrangers. Donc ça, c'est quelque chose qui est donc important. Je pense qu'on peut passer directement à la transition. On y va. Super. Du coup, l'idée, c'est de vous parler de cocon sémantique. Alors, j'ai pris un exemple. Vous m'excuserez, j'ai pris une de mes dernières destinations de vacances qui n'est pas en France, du coup. J'ai pris la Sicile. Et l'idée, c'est quoi? C'est demain, vous préparez votre voyage en Sicile. Le sujet, c'est si vous avez le choix entre, pour préparer votre voyage, une brochure de 2 pages ou un livre bien complet, type Le Routard ou autre, le sujet, c'est lequel vous allez choisir pour bien préparer votre voyage. A priori, on est tous d'accord, vous allez choisir plutôt le livre. Et ce qui est important, à mon sens, c'est de comprendre que pour Google, c'est à peu près la même chose. Pourquoi? Parce que quand vous voulez vous attaquer à une thématique, alors après, ça dépend si vous avez un site monothématique ou un site multithématique, mais dans tous les cas, il va falloir traiter la thématique dans son ensemble. Pourquoi? Pour notamment booster ce qu'on appelle le topical authority, qui est un terme très expert en SEO. Le sujet, c'est plus vous couvrez l'ensemble d'une thématique, plus vous boostez votre score de topical authority. Et donc, comme on peut le voir là, si vous avez 50 pages, vous aurez un meilleur topical authority. L'idée, c'est quoi? C'est pour booster notamment ce topical authority, on va créer ce qu'on appelle un cocon sémantique. L'idée, c'est quoi? C'est que si je veux devenir leader autour de la thématique Sicile, alors bien entendu, vous pouvez l'appliquer à, par exemple, une autre destination, le Beaujolais, etc. Eh bien, l'idée, ça va être de comprendre l'ensemble des mots-clés cherchés par votre audience et ensuite de créer l'ensemble des pages nécessaires pour répondre aux besoins de votre audience. D'accord? Donc, typiquement, quand autour de la Sicile,
si pour faire un cocon sémantique, je vais avoir intérêt à faire des pages autour des différentes destinations, hein, des différentes villes, du climat, parce que voilà, c'est recherché sur Google, c'est des mots-clés qui sont recherchés, tous les conseils sur le voyage, etc., etc., etc. Donc ça, cette partie-là, elle est vraiment ultra importante. Et ça, on va rentrer un peu plus dans le détail, justement. Mais avant de rentrer dans le détail, je vais vous parler des bénéfices. Notamment, d'un point de vue, le premier bénéfice, c'est que vous allez prendre plus de parts de marché SEO. Hein, ça, c'est vraiment l'enjeu, je pense qu'il faut l'avoir en tête. Quand vous attaquez une thématique, soit vous l'attaquez, entre guillemets, pour faire partie des leaders, soit vous ne l'attaquez pas, entre guillemets, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Et ce qui est assez intéressant, c'est quand on extrait les mots-clés ici de la Sicile et qu'on regarde le potentiel de trafic SEO mensuel de chacun des mots-clés, eh bien, on peut voir déjà deux choses. On peut voir une chose, c'est si on sépare les mots-clés informationnels, donc là, c'est plutôt des mots-clés qui positionnent des articles, hein, conseils, hein, par exemple, top 10 des activités à Mandelieu, versus les mots-clés transactionnels, où là, on est plutôt sur des mots-clés, comme on peut voir, hein, voyage Sicile tout compris, où là, on est plutôt sur des listings e-commerce. On peut voir que eh bien, la grande majorité des mots-clés qui ont le plus de potentiel, c'est notamment les mots-clés informationnels. Ça nécessite quoi? Ça nécessite de créer des contenus éditoriaux en face. Et comme on disait tout à l'heure, ça demande de la ressource, hein, en rédaction de contenu. Mais on le voit, hein, c'est quand même le gros, on va dire, des parts de marché. Donc il faut l'avoir en tête. Là, le message, c'est quoi? C'est ne vous arrêtez pas à des mots-clés transactionnels. Pensez à traiter les mots-clés informationnels. Le deuxième bénéfice, c'est quoi? C'est que tous ces contenus informationnels, ces contenus éditoriaux que vous allez créer pour donner des conseils à votre audience, bien, déjà, quand les visiteurs vont arriver sur le site, ils vont découvrir votre site, potentiellement ils vont acheter. Bon, ça, c'est quand même un bénéfice important. Mais d'un point de vue purement SEO, vous allez également mettre des liens dans ces contenus vers vos pages transactionnelles. D'accord? Par exemple, mon contenu sur quand partir en Sicile, derrière, à un moment donné, je vais faire un lien vers ma page voyage tout compris en Sicile. Et ça va envoyer ce qu'on appelle du jus sémantique vers mes pages transactionnelles qui, derrière, eh bien, tout simplement, elles vont gagner des positions sur Google. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième bénéfice de cette approche. Et donc, pour vous montrer un exemple, donc la base de tout, hein, là, on le répète plusieurs fois, la base de tout, c'est la recherche de mots-clés. Hein, c'est comprendre ce que recherche votre audience et ensuite de bien définir tous les mots-clés sur lesquels vous voulez vous positionner. Donc là, je vous montre un extrait où on va extraire 200 mots-clés de la thématique Sicile. Donc, ce n'est pas que les mots-clés Sicile, hein, c'est aussi les mots-clés connexes, hein, Palerme, Taormina, etc. etc. Donc, là, le but, c'est vraiment de trouver tous les mots-clés en lien ici avec cette destination. Et ensuite, une fois que j'extrais tous ces mots-clés, ce qui va être intéressant, c'est en analysant les premières pages Google, donc les 200 premières pages Google, on va se poser la question de qui sont les leaders, qui sont ceux qui captent le plus de trafic. D'accord? Donc là, on peut voir quoi? On peut voir que Wikipédia récupère plus de 40 000 visites SEO mensuelles. Et ensuite, on va avoir le Routard avec 12 000, la Sicile.fr, Génération Voyage avec 8 000 et 7 000. D'accord? Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est qui est leader d'une thématique. Et ce qui est assez intéressant, en fait, derrière, pour montrer justement ces sujets de topical authority et l'enjeu de créer un cocon sémantique, c'est quand on regarde ces différents acteurs qui sont leaders, c'est le nombre d'URL différentes, le nombre d'URL uniques qu'ils ont sur ces 200 mots-clés. Et donc là, on voit quoi? On voit que Wikipédia, ok, il est leader, mais Wikipédia, il y a 57 pages qui adressent ces 200 mots-clés. Routard.com, il y a 43 pages. Génération Voyage, il y en a 27. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, si je décide d'attaquer cette thématique, je sais que je dois faire au grand minimum au moins 50 pages. Parce que là, en plus, c'est que les pages qui se positionnent dans la première page Google. Il y a probablement d'autres URL qui ne se positionnent pas. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête quand vous voulez attaquer une thématique. Il faut vraiment se dire comment je fais pour identifier tous les mots-clés et créer tous les contenus nécessaires pour devenir leader de cette thématique. C'est en fait évaluer la concurrence, en fait, tout simplement.
évaluer la concurrence et ne pas sous-estimer. En fait, souvent, il y a une erreur qui peut être faite, notamment sur les sites multithématiques. Je vous donne un exemple qui est différent. Par exemple, sur un site de voyage, si vous avez une destination qui est Sicile d'un côté, puis Afrique du Sud de l'autre, voilà, admettons, vous avez 200 destinations. Si vous faites seulement un contenu sur chaque destination, vous allez diluer les efforts. Et en fait, d'un point de vue SEO, il est beaucoup plus efficace de se dire « Ok, là, je choisis une seule thématique, donc par exemple une destination, et j'envoie le paquet, entre guillemets, c'est-à-dire je fais 20, 30, 40, 50 contenus sur cette thématique pour vraiment devenir leader de cette thématique, et ensuite seulement, je passe à la thématique d'après. » Ça, c'est un point important pour éviter de diluer les efforts et obtenir un maximum de ROI le plus rapidement possible. Donc là, je voulais vous montrer, parce que c'était très statistique, vous montrer typiquement, visuellement, ça ressemble à quoi un cocon sémantique. Donc là, j'ai pris la page principale de la Sicile, de notre client Génération Voyage. Et donc, quand on regarde cette page, en fait, juste pour que vous visualisiez, hein, sur cette page, on va retrouver plein de pages filles, de pages enfants, donc c'est les sous-pages en fait de la Sicile. Là par exemple il y a tout ce qui est les lieux incontournables en Sicile à visiter, hein, les plus beaux villages, les choses à visiter à Trapani, etc., etc. Ensuite, on va avoir des conseils sur où se loger, notamment quels sont les meilleurs hôtels éco-responsables, les meilleurs hôtels dans telle ville, à Syracuse par exemple. Et on va avoir également d'autres conseils, par exemple les cartes, la météo, tout ce qui est transport, c'est très souvent, c'est souvent un gros sujet. Et donc là l'idée, hein, vous voyez, hein, et encore je vais montrer qu'un extrait, ils ont fait ce travail de créer 30, 40, 50 pages sur le sujet pour vraiment couvrir l'ensemble de la thématique et répondre au maximum à l'ensemble des recherches de l'audience. Hein, donc demain, si vous voulez être leader d'une thématique, vraiment c'est important du coup de bien définir tous les mots-clés recherchés par votre audience et penser du coup à créer vraiment l'ensemble des pages en face. Très bien, donc là, par rapport à merci pour cet exposé qui en plus nous montre la partie non visible de l'iceberg et surtout après derrière on va voir l'intérêt. Donc là, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu nous disais, Nicolas, c'est que plus on est capable d'avoir des choix en termes de concurrence, de dire bah tiens, je me positionne sur telle ou telle destination, tel ou tel territoire, et l'objectif c'est d'investir sa production éditoriale avec effectivement ce fameux corpus sémantique, cocon, silo, on appelle ça comme ça, et l'objectif c'est de réussir à populariser pour avoir ce qu'on appelle, ce que tu dis, le link juice, hein, du jus de lien. L'objectif étant c'est vraiment de montrer à Google qu'il y a toutes les réponses à ces questions. Est-ce que, et ça j'ai encore envie de jouer avec le public, est-ce que des personnes en fait utilisent cette technique-là? Est-ce qu'il y a ici des témoignages forts par rapport à des choix? C'est compliqué dans une destination, qu'on soit un territoire ou une entreprise, se dire bon oui mais moi là, je dois faire le deuil de cette destination, de ce mot, de ce mot, de ce mot. C'est compliqué quand même hein, de se dire moi je veux tant pis, je veux mettre la puissance sur ça ou ça. Comment ça s'est passé chez vous? Allez, témoignage, on y va. Rebonjour, Kelly de l'Office de tourisme de Bandol. Alors nous, pour la recherche de mots-clés, on a fait effectivement tout ce travail-là, mais on s'est aussi beaucoup servi de notre expérience en tant que conseiller en séjour à l'accueil. Les mots-clés, en fait, on les a en direct. Les intentions de recherche, on les a en direct. Donc on s'est beaucoup appuyé sur la relation client à l'accueil pour créer après le contenu web pour répondre en fait aux attentes des visiteurs avant même qu'ils ne soient sur place. Oui, ça c'est un excellent point. Merci. Hein, d'utiliser entre guillemets les retours, les questions clients pour justement se dire je vais apporter directement la réponse sur mon site web pour tous ceux qui se posent la question depuis Google. C'est une excellente astuce. C'est vrai que ça c'est important parce qu'on parle beaucoup d'outils numériques, hein, mais c'est aussi important d'être avant tout le tourisme, hein, c'est comme des notions de rencontre et d'échange, et ça faut mixer aussi ces éléments-là. Et je pense que ça aussi c'est intéressant, et j'ai envie de vous poser cette question, à savoir que intégrer en fait dans une stratégie SEO tous les membres des équipes, ceux qui sont en front, en back, vous en pensez quoi vous?
Oui, les commerciaux ou la partie SAV, c'est des choses qui sont intéressantes et qui viennent agrémenter ce que j'ai pu exposer tout à l'heure, notamment avec la section FAQ, où justement, si vous avez toujours le même type de questions, on peut se servir de ça pour avoir ces genres de questions-réponses. D'utiliser, si vous avez un moteur de recherche interne aussi dans votre site, de le connecter à Analytics pour voir les requêtes qui sont souvent tapées. Ça vous permet de donner ça c'est souvent négligé, mais ça permet de donner des pistes sur si l'internaute tape la requête dans le moteur de recherche interne, c'est qu'il ne trouve pas forcément le contenu sur votre site ou qu'il n'est pas forcément bien navigable. Ça vous donne des pistes du coup de dire ok, cette requête-là elle est recherchée, ça mérite qu'on la travaille ou qu'on la mette plus en avant. Merci. Peut-être on passe à la prochaine thématique. Alors, pour embrayer, là, je vais parler de Content Factories, notamment de Content Factories SEO. Mais avant d'en parler, je vais vous montrer quelques courbes pour qu'on comprenne tout l'enjeu. Donc là, c'est une courbe de Luco. Alors là, on n'est plus dans le tourisme, c'est une néo-assurance. Il faut savoir qu'en SEO, le secteur assurance, c'est l'un des secteurs les plus concurrentiels. Et donc, on peut voir que cette start-up a fait une très jolie croissance d'un point de vue trafic SEO. Haute courbe, alors là je ne peux pas vous montrer hélas le logo parce que vu les gains qu'ils ont eus, ils préfèrent rester sous les radars de leurs concurrents. Mais là on est dans le secteur santé où on peut voir en termes de trafic, on parle de plus de 2 millions de visites SEO par mois. Et une autre courbe, Génération Voyage, j'en parlais juste avant, où là on peut voir qu'en quelques années, ils sont montés quasiment à 1 million de trafic par mois, ce qui est quand même une très belle performance. Et en fait, le sujet de toutes ces courbes que je vous montre, de toutes ces entreprises, toutes ces organisations, en fait, elles ont un point en commun, c'est ce qu'on appelle les Content Factories. Donc la Content Factory, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est de mettre en place en fait une usine entre guillemets à contenu. L'usine n'est pas forcément le meilleur terme, mais en tout cas une organisation autour du contenu pour produire plus de contenu à un rythme relativement régulier. Par exemple, demain vous avez un objectif de croissance de trafic SEO très fort, eh bien les experts SEO en général pour atteindre cet objectif vont dire ok, il faut 300 contenus. Ok, il faut 300 contenus en 12 mois, mais après, il faut les produire, en fait, les 300 contenus. Et c'est là où rentre en compte, justement, la notion de Content Factory. Donc, justement, pour vous montrer plus en détail ce qu'est une Content Factory et comment elle peut s'organiser, je vais faire le focus sur un de nos clients, qui est les Furets, je pense que tout le monde connaît ici, qui ont une très belle Content Factory qu'on avait présentée dans un autre événement il y a quelques mois. Ensemble. Et ce que je trouve très intéressant chez eux, alors là on est vraiment sur de l'organisation, je dirais, très mature d'un point de vue SEO, où là ils ont pour chaque verticale produit, donc c'est un comparateur pour les assurances véhicules, maisons, santé, finances. Donc là on est quand même sur des thématiques qui sont très différentes, qui demandent une expertise, et donc ils ont mis en place une organisation matricielle, où d'un côté on a Marion, la Content Manager, qui va piloter les différents rédacteurs en interne, et également Anthony, Head of SEO, qui va piloter les différents SEO sur chaque verticale produit. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun forme un binôme efficace sur sa thématique. Et donc en parallèle, en plus de cette organisation interne, pour info, ils font appel également à des agences de contenu externes pour vraiment cadencer la production de contenu. Donc ça c'est intéressant niveau organisation. Ce qui est intéressant de prendre en compte, c'est que les Furets, c'est 100 contenus par mois. Donc 100 contenus par mois, là, on est quand même sur une certaine mécanique, on ne va pas se mentir. Et là, ils ont vraiment une approche qui est la Content Factory SEO. Donc, ils font tout ce travail de bien choisir tous leurs mots-clés et de les roadmapper dans un planning éditorial. C'est-à-dire, si je fais 100 contenus par mois, il me faut 100 mots-clés à attaquer par mois. Donc, c'est vraiment ce sujet de bien organiser toute cette partie-là. Et quand ils choisissent les mots-clés, derrière, ils ont tout ce travail de faire des contenus qui apportent de la performance. On ne fait pas des contenus pour faire des contenus, on fait des contenus pour qu'ils soient vus. Et donc, derrière, bien entendu, ils vont bien les optimiser et mesurer le gain de chaque contenu. Si demain, là, il y a un exemple de contenu, un prix mètre cube gaz qui fait 500 visites par mois au bout de 2 mois, si chacun des 100 contenus fait cette performance, forcément, en termes d'acquisition de trafic, c'est exponentiel. Je voulais vous montrer un autre exemple, notamment parce que je trouve intéressant, les Furets, moi je ne les connaissais pas trop sur la partie comparateur énergie. Donc voilà, c'est une nouvelle vertical business qu'ils ont déployée il y a quelques années, et donc en 3-4 ans, ils ont publié 500 nouveaux contenus sur cette partie énergie.
Et donc, ils sont allés chercher, comme on peut le voir, grâce à ces contenus, une courbe d'acquisition de trafic croissante sur chaque année, avec plus de 200 000 visiteurs, alors qu'ils n'étaient pas forcément connus sur cette partie. Donc là, le message, c'est quoi? C'est demain, vous attaquez une nouvelle thématique, le contenu, forcément, est une manière d'aller prendre des parts de marché, forcément. Et puis, un autre point, souvent, quand on parle de contenu, on pense à de la création de nouveaux contenus, mais en fait, c'est super important de penser à optimiser vos contenus existants également. Et donc là, par exemple, juste pour vous montrer, ils ont fait une campagne sur 6 mois d'optimisation de 160 contenus existants. Et comme on peut le voir, ils ont gagné, grâce à cette campagne d'optimisation, 60% de trafic. Ça équivaut à plus de 100 000 visiteurs par mois grâce à de l'optimisation. Donc ça, c'est super important de le faire. Pourquoi? Parce que votre contenu, quand vous l'avez publié, peut-être qu'il performe au début, mais peut-être qu'au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, il performe moins parce qu'il y a des concurrents qui ont fait des contenus qui sont plus qualitatifs, qui sont plus à jour. Donc pensez bien à mettre à jour vos contenus. Donc voilà, si demain, du coup, vous avez des enjeux de très forte croissance en SEO, moi, pour le voir avec mes différents clients, la Content Factory est un outil très puissant pour le coup. Question-réponse, donc merci Nicolas pour encore une fois ces études de cas on voit des courbes qui sont vertigineuses. Je pense qu'ici il y en a qui se disent waouh, c'est quand même intéressant. C'est vrai que c'est une notion un peu d'industrialisation en fait. Quand on voit en fait le système organisationnel qu'il faut mettre en place, bon déjà on a compris un rédacteur suivi d'un binôme lié à tout ce qui est des problématiques SEO. Alors je m'adresse à vous. Est-ce qu'ici, il y a des personnes qui ont mis en place, peu ou prou, en tout cas, un système d'organisation efficace, ou en tout cas qui ressemble à ça? Allez, témoignage, on y va. Dans la grande famille du tourisme, on est là pour partager les meilleures pratiques. Qui en tout cas, a mis en place, ou qui souhaiterait mettre ça en place? Allez, c'est parti. Merci. Oui, du coup, je ne me suis pas présentée tout à l'heure. Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Donc nous, la Content Factory, c'est quelque chose qu'on regarde de loin depuis assez longtemps. On a notamment rencontré les équipes de Seb qui ont développé une grosse Content Factory plutôt axée sur la photo et la vidéo. Et c'est carrément quelque chose qu'on veut mettre en place dans les années qui viennent. On commence à basculer déjà dans ce format-là un peu en interne, mais c'est vrai que ça nécessite pas mal de réorganisation et aussi de faire porter l'intérêt de la création écrite et des articles. Mais voilà, c'est totalement ce dont quoi on part, et même si on ne va pas être comme les Furets, mais voilà, on a une ambition d'avoir une petite équipe type Content Factory avec 2-3 personnes dans les années qui viennent. Merci pour ce témoignage. Je pense que ce qui peut être intéressant aussi, il y a des échos, c'est de mettre en place aussi des systèmes de veille. Parce que moi, quand tu me dis que les Furets, rappelle-nous combien d'articles par mois ils produisent? Alors, 100 contenus par mois. Mais c'est vrai que là, je vous montre un cas qui est, je dirais, dans le top du top à ce niveau-là. Après, je dirais, la première étape, c'est déjà, si j'arrive à faire, par exemple, 4 contenus par mois, quand je démarre le contenu, ce côté, je me fixe un objectif de contenu par mois et j'arrive à m'y tenir de mois en mois, c'est déjà une première étape. Et après, tout l'enjeu, bien entendu, c'est un investissement, le contenu. Derrière, c'est tout le retour sur investissement ou la notoriété que ça peut apporter. Ouais, c'est des notions de matrice éditoriale. Enfin, on devient un véritable magazine, en fait, avec des choix précis sur l'acquisition. C'est souvent, alors plus peut-être pour les annonceurs, les entreprises, mais il y a souvent ce sujet de devenir un média, entre guillemets. Par exemple, en client, on a Decathlon ou Leroy Merlin. Decathlon, c'est 2000 contenus conseils avec un enjeu de se dire, je veux être la marque top of mind. Dès qu'on se pose une question sur le sport, je veux être la réponse pour créer de la préférence de marque, etc. Et c'est vrai que autour du tourisme, on est quand même sur un secteur où il y a énormément de questions, de mots-clés informationnels. C'est vraiment très propice au contenu. Et donc, ça peut être intéressant de se dire, OK, nous, notre enjeu, c'est d'être justement la réponse à toutes ces questions sur une destination, par exemple. Merci. Pas d'autres témoignages. Laurent, je pense que là, c'est bien parce que c'est toute transition gardée, c'est les réponses. On y va.
Justement, on parlait du SEO local, donc je vous refais brièvement la définition, même si je pense que vous la connaissez déjà. L'idée, c'est justement de ne pas attaquer une requête nationale, mais de le préciser justement pour un établissement, un lieu, et de mieux se positionner dans les résultats de recherche Google, que ce soit le search ou notamment l'encart Google Maps, adresse, pack local, qui a eu plusieurs noms. Et l'idée, c'est que d'attaquer une requête comme camping ou hôtel, bon, ça devient quasiment impossible aujourd'hui avec les gros acteurs qu'il peut y avoir comme Booking et compagnie. L'idée, c'est de vraiment orienter sur quelque chose de local, de plus précis, afin qu'il y ait d'une part moins de concurrence, mais surtout de pouvoir ajouter après votre valeur ajoutée par rapport à des mastodontes comme tels. L'idée après, c'est de vraiment aujourd'hui, ce que je trouve qui n'est pas assez travaillé par pas mal d'acteurs qui ont des établissements, c'est notamment les fiches My Business, qui permettent justement de remonter dans ce pack local. Donc on va voir que plusieurs bonnes pratiques qu'il faut avoir et qu'il faut mettre en place. Donc la première chose, c'est de renseigner au maximum avec le maximum d'informations, dont notamment le titre. On peut essayer de jouer en mettant des mots-clés dans le titre pour essayer d'optimiser. Bon, ça peut marcher, mais au bout d'un moment, on peut se prendre une pénalité vis-à-vis de Google parce qu'il n'aime pas trop ça. Donc vous pouvez jouer au jeu de chat et la souris avec lui. Mais c'est plutôt le fait de soigner les mots-clés dans la partie description, d'être exhaustif sur les services que vous proposez. Après, oui, il y a possibilité de pouvoir avoir même des boutons d'action pour réserver ou pour rentrer dans le flux Google Travel. En termes de horaires et de coordonnées, des fois c'est mal rempli. Bon, là sur cet exemple-là, on voit que c'est plutôt bien fait. Et pour que vous puissiez être joignable et contactable facilement. La partie site web, donc souvent l'erreur qui est faite, c'est de mettre la page pas une bonne page ou d'oublier le protocole HTTPS. Ou alors si vous avez des fois plusieurs établissements, l'idée c'est d'avoir une fiche My Business par établissement et de renseigner sur votre fiche My Business l'URL de l'établissement dont on est en train de parler. Afin que justement Google match qu'il y ait une concordance et une cohérence entre les informations que vous mettez sur la fiche My Business et sur votre page qui présente votre établissement. Ensuite, en termes de logo et de photos de couverture, là on est sur du market pur. L'idée c'est de mettre des photos qui donnent envie, qui mettent en valeur vos arguments. La partie avis aussi qui est ultra demandée, donc bon, c'est sûr que c'est bien d'avoir des avis, si possible aussi dans votre parcours expérientiel de susciter l'ajout d'avis et y répondre, que ce soit des négatifs ou des positifs, parce que ça va montrer à Google que du coup il y a des signaux, que la page est dynamique, que la fiche Google My Business vit, donc du coup ça va apporter des signaux qui vont permettre de mieux vous positionner dans Google Maps. Et l'idée c'est de rajouter si possible de la sémantique, donc si vous êtes un hôtel, un gîte ou un camping, de pouvoir ajouter ces termes-là, camping, mobil-home, bungalow, voilà, d'avoir un champ lexical dense pour vraiment avoir des informations pertinentes sur ce sujet. Si vous avez la possibilité de mettre des actualités sur votre établissement, c'est bien. Par exemple, si vous êtes ouvert ou fermé, ou s'il y a un nouveau service, ou une nouvelle chambre, ou une nouvelle activité, ou alors sur les événements proches de votre lieu d'établissement. Ce qui est important aussi, on en a parlé tout à l'heure sur la partie netlinking, c'est aussi après de faire du netlinking local, donc depuis des sites d'office du tourisme, depuis des sites locaux ou des blogs dédiés à la région. Et ça va vous permettre du coup de pouvoir avoir une meilleure cohérence entre la fiche My Business et votre page de destination. Il y a un autre élément technique qui est assez important à mettre en place, ce sont les microdonnées schema.org. Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais en gros l'idée c'est de mettre en place un code HTML spécifique autour de certains éléments comme l'adresse, les horaires, les coordonnées, afin que Google puisse, en parcourant votre page, directement les extraire et puisse comprendre qu'on parle d'un univers local et donc de faire le matching avec votre fiche Google My Business. Donc ça c'est souvent oublié et ça permet à Google de lui faciliter l'expérience et la découverte de vos informations. Donc ça va vous permettre intrinsèquement de mieux vous positionner. Je parlais tout à l'heure de pages des destinations proches. Si vous avez un camping à Mandelieu-la-Napoule, ça peut être intéressant de faire des pages sur les villes proches parce que d'une part il y aura moins de concurrence et ça permettra aussi de créer une certaine, une forme de cocon sémantique qui va vous dire non seulement j'ai une page sur Mandelieu, mais j'ai aussi des pages sur les villes proches où je peux parler du fait qu'il y a un camping à proximité ou des activités à faire. Et avec le maillage interne qu'on va pouvoir mettre en place, on va pouvoir du coup se montrer un peu plus gros qu'on est aux yeux de Google et d'avoir du coup une page sur Mandelieu, mais plein d'autres pages qui vont graviter autour et qui vont apporter de la pertinence. Et dans le même esprit, granulariser l'information avec une page région, département, sur ces différents aspects. Et comme on le disait aussi tout à l'heure, la partie contenu éditoriaux qui peut être du coup travaillé sur le blog pour dire où se promener à Mandelieu-la-Napoule et ne pas hésiter à faire des liens vers votre page de transaction. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie SEO locale? Oui.
Bonjour, Étoile Montagnier, responsable communication à la station des Ors. C'est plutôt un témoignage. Je travaille du coup dans une station et cet hiver, on a fait l'état des lieux justement des fiches Google. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens laissaient beaucoup d'avis sur la destination, sur tous les équipements de la station. Donc typiquement sur les remontées mécaniques, les tire-fesses, les accueils, les caisses. Et donc voilà, nous on a fait un gros travail là-dessus pour essayer de tout bien renommer. Mettre des belles photos, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on a vraiment réussi à réorienter les endroits où les gens laissaient des avis parce que c'était vraiment dispersé de partout. Et donc voilà, juste un témoignage à ce niveau-là, c'est vrai que ça a vraiment aidé. Et juste un problème par rapport aux fiches Google et aux horaires, le fait qu'on ne puisse pas anticiper les changements d'horaire. Typiquement pour les journées où il y a des fériés ou des nocturnes, des choses comme ça. On se fait souvent avoir là-dessus parce qu'on ne pense pas le jour J où il y a justement un nocturne à penser à changer les horaires et du coup on se fait avoir à ce niveau-là. Je ne crois pas qu'on ait la possibilité de programmer, je ne sais pas si c'est possible. Ouais. Bon, ben voilà, ben parfait, dans les horaires spéciaux. Oui, il y a des fonctionnalités qui permettent de le prévoir. Après, j'en ai pas parlé, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir valoriser, si vous avez des bons avis sur votre fiche My Business, c'est de pouvoir les valoriser aussi sur vos pages de destination, vos pages de vente. Si vous n'avez pas forcément d'avis collectés, vous pouvez prendre ceux de My Business et voilà, de me dire que c'est des avis Google et de les intégrer de manière dynamique pour avoir des avis à jour et positifs, pour améliorer la réassurance et votre taux de conversion. Laurent, peut-être deux questions. Okay. Par rapport à ça, souvent on me dit, mais moi j'ai plusieurs activités. J'ai en fait un hôtel, un restaurant, un spa par exemple. Est-ce que je dois créer 3 fiches ? C'est une bonne question. Moi, je recommanderais de le faire parce que c'est des activités qui sont différentes. Si c'est possible de le faire de manière indépendante, on peut, c'est ce qui est légitime. Je peux aller juste au spa ou juste au restaurant ou juste à l'hôtel. On peut du coup créer plusieurs fiches My Business pour se référencer sur ces différentes activités. Et ne pas oublier de changer la page d'atterrissage, bien évidemment, voilà. Et éviter d'envoyer sur la page... Il ne faut pas que Google puisse vous sanctionner non plus, voilà, d'avoir une page de présentation de votre restaurant, de votre spa et de votre hôtel. Dans l'hôtel, normalement, il y aura plusieurs pages, mais au moins une page par fiche My Business. Ouais. La question piège, on y va ? Question piège. Souvent, on me dit, mais est-ce qu'au niveau des avis, est-ce qu'on doit répondre à tous les avis ? Alors, c'est vrai que souvent, on dit, bah oui, il faut... Voilà. Mais globalement, si une personne qui a mis 3, 4 ou 5 minutes à faire un avis structuré, bah, effectivement, nous, au conseil, vous devez répondre. D'accord ? Mais par contre, ceux qui n'ont pas le temps et qui mettent 1, 2, 3, 5 étoiles et puis qui s'en vont, est-ce que ça va agir sur l'algorithme ? Alors, si j'ai bien compris la question, pour ceux qui mettent juste 1 étoile et qui ne mettent pas de commentaires, moi, ce que j'inviterais à faire, c'est de répondre en disant merci pour votre témoignage, mais nous invitons à nous donner plus d'explications. Parce que ce signal que ça envoie, c'est, en général, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous regardez un lieu ou un établissement, moi, je vais regarder les avis négatifs et je vais voir ce qui est dit. Et si on voit qu'il y a une réponse, inconsciemment, on va se dire, ça veut dire que c'est quand même un établissement qui est soucieux de l'expérience client et qui, du coup, même s'il y a des mauvais avis, c'est possible, on ne peut pas plaire à tout le monde et même les meilleurs des acteurs ont forcément des avis négatifs. Mais le fait qu'il soit traité et qu'il y ait une réponse, ça envoie un signal de dire à l'internaute et à Google, de dire il y a quand même un traitement, il y a quand même une activité et ça, c'est récompensé dans l'algorithme. Ouais. Alors ça, c'est la nouveauté. C'est vrai que là, on voit que maintenant, Google prend en compte la mise à jour, la date de mise à jour, et je pense que effectivement ça doit jouer sur l'algorithme également, et le fait de répondre, même si la personne n'a pas eu le temps de mettre que des étoiles. Oui, demandez, voilà, dans le souci d'une amélioration continue, pouvez-vous nous dire ce qui vous avait plu ou ce qui vous a moins plu, pour qu'on puisse s'améliorer, voilà, parce qu'en gros il a mis juste 1 étoile, ça veut rien dire, on tombe là-dessus, il n'y a pas eu de réponse, mais au final ça sert, ouais. Elle n'était pas vraiment piège à cette question. Allez, c'est parti, autre thématique, on y va. Pour terminer sur la partie migration et SEO, alors je ne sais pas combien de temps il nous reste. Disons que là on a 10 minutes, 10-15 minutes avec les questions. Ok. Avant de commencer, est-ce que dans la salle des gens ont déjà travaillé ou collaboré sur une migration de site ? Oui, là-bas. Allez-y. Hein. Une dizaine de personnes ? 10 ? Ouais. Okay. Ça s'est passé comment ? C'était la question. Bon. Compliqué. Il faut savoir qu'une migration, c'est un jalon qui arrive dans la vie de tout site web et que c'est surtout synonyme de changement comme un départ en vacances ou un déménagement.
Et surtout que quand on dit refonte, migration, bon, c'est un terme qui peut englober plusieurs choses. Il peut y avoir plusieurs types de migration aujourd'hui. Bon, migration HTTPS, c'est plus trop le cas parce que maintenant que la quasi-totalité des sites le sont. Mais ça peut être juste une refonte graphique, ça peut être une amélioration de la version mobile, ça peut être une refonte de l'infrastructure technique qui du coup va pas forcément impacter le front office. Ça peut être un changement de CMS, on passe de PrestaShop à Magento ou de WordPress à Drupal. Ça peut être des fois des migrations complètes ou partielles ou aussi un rebranding total avec un changement de nom de domaine. Donc tout ça, effectivement, plus il y a de changements, ça veut dire que si on change de CMS, de nom de domaine, plus d'URL et de refonte graphique, plus il y a de changements, plus ça peut être violent et plus ça peut être néfaste pour le SEO. C'est pour ça que ça va demander déjà de définir pas mal de choses, notamment quels sont les objectifs. Est-ce que c'est d'améliorer la visibilité? Est-ce que c'est d'améliorer le confort des équipes qui travaillent sur le site au quotidien? Est-ce que c'est de changer de cible? Donc c'est déjà des questions à se poser et surtout de définir les critères de réussite pour se dire, ok, aujourd'hui on a un état de lieu qui est là, c'est quoi les objectifs qu'on veut se mettre au bout de la migration, qui peut en général durer entre 3 et 6 mois. Mais bon, depuis que je suis dans le SEO, ça fait plus d'une dizaine d'années, j'ai jamais vu une refonte se terminer dans les temps. Il y a toujours eu du retard, justement quand on mélange plusieurs choses, technique, contenu, UX, UI. Donc moi, le rôle du SEO derrière ça, c'est parce qu'il a quand même une casquette importante. C'est un peu, moi je le qualifie un peu de chef d'orchestre. En tout cas, quand le SEO a un impact très important dans le trafic du site, c'est d'une part de sensibiliser les équipes, de dire que voilà, il y a pas mal de choses. Parce que vous l'avez compris, le SEO, en gros, son mot à dire, depuis la configuration du serveur jusqu'à une virgule sur une page produit, le SEO peut avoir son mot à dire, que ce soit dans la technique, le contenu, l'arborescence, le maillage interne, donc il doit vraiment être au fait de tout ce qui va se passer. Il va y avoir aussi, pour des raisons de budget ou de timing, des priorisations à faire. Il doit être aussi garant du respect du cahier des charges SEO, parce que moi ça m'est déjà arrivé de dire, là écoutez, je ne vous recommande pas de mettre en ligne votre site parce qu'il manque trop de choses. Si on met le site en ligne comme ça, on va se casser la gueule en termes de visibilité, donc est-ce que vous êtes prêt à l'assumer ou non? Et des fois, pas avoir peur de dire, il vaut mieux reporter de 1, 2 semaines ou d'un mois si le business peut le se permettre, parce que ça peut être néfaste si on fait plein de choses en même temps et que ce n'est pas en tout cas suivi. Et donc du coup, il y a une communication auprès des développeurs, auprès des marketeurs et aussi au parti des content managers pour vraiment cadrer toutes ces actions-là en fonction des changements qu'il peut y avoir. Donc d'un point de vue plus SEO, la première étape, ça va être la préparation, c'est-à-dire de faire un audit actuel du site, donc une audit, on va dire, de positionnement, de visibilité et de trafic, de regarder aujourd'hui les requêtes qui sont le mieux positionnées et celles qui génèrent le plus de trafic. Souvent, si on est dans le cas du 80-20, c'est-à-dire 20% des mots-clés qui génèrent 80% du trafic, ces mots-clés-là vont devoir avoir une intention très particulière et de se poser des questions, est-ce que le site rentre déjà bien sur les mots-clés et est-ce qu'il n'y a pas des problèmes déjà techniques qu'on pourrait corriger en amont? Parce que si on se rend compte que le site a plein de pages vues indexées ou que Google explore plein de répertoires qui ne sont pas utiles, peut-être qu'on pourrait déjà réduire la voilure dans un premier temps avant de faire une migration. Et de faire aussi un audit technique, sémantique, netlinking, voir ce qui va, voir ce qui ne va pas, voir ce qu'on devrait améliorer. Bon, après la partie netlinking, elle sera plutôt travaillée après la refonte, qui d'ailleurs est un très bon moyen de communiquer. Suite à une refonte de site, on peut du coup lancer des campagnes de netlinking pour justement dynamiser cette refonte et d'identifier les différents KPI, trafic, chiffre d'affaires, et des KPI qui vont être plus SEO, nombre de pages indexées, budget de crawl de Google et position sur les différents mots-clés. Donc ça va vous permettre d'avoir un état des lieux en point zéro pour vraiment identifier les principaux indicateurs du site avant de ensuite faire les différentes recommandations. Donc en collaboration avec les équipes marketing, il peut y avoir du coup une refonte ou une optimisation de l'arborescence ou justement dans le cas des cocons sémantiques, une granularisation si on veut rajouter de nouvelles pages ou de sous-pages pour être plus exhaustif sur un sujet. Sur la partie technique, donc sur la nomenclature des URL, sur la version mobile, bon, sachant qu'aujourd'hui Google est mobile first, c'est-à-dire qu'il prend en compte votre version mobile pour juger et vous classer dans les résultats de recherche. Donc c'est pour ça que dans les projets de refonte, moi j'encourage à d'abord penser mobile first, c'est-à-dire d'abord faire des templates mobiles qu'on va ensuite décliner sur desktop et pas l'inverse. Malheureusement aujourd'hui c'est encore le cas qu'on commence par le desktop. On va ensuite parler de plan de redirection. Donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'aujourd'hui, une refonte, c'est pas juste faire un plan de redirection. Un plan de redirection, c'est quoi? C'est de lister toutes les URL du site actuel et de dire en face quelles vont être les URL du futur site. Donc ça, c'est une partie importante, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, si je redirige une page de 1500 mots vers une page qui en fait que 200, il y a des possibilités que ça ne marche pas très bien au final, même si le plan de redirection est OK.
Donc il y a vraiment les 3 piliers à regarder et à optimiser, notamment après en netlinking. Donc essayer de, voilà, si on change d'URL, c'est important qu'on puisse modifier les backlinks depuis les sites d'autorité, en tout cas les meilleurs backlinks, de pouvoir les conserver. Et si jamais vous avez fait un fichier de désaveu de lien, de pouvoir aussi le conserver sur la nouvelle version du site. Donc une fois que le SEO a fait tous ses livrables et les envoyer aux équipes techniques et marketing, il va y avoir la période de recettes. Donc l'idée là après, c'est de se mettre vraiment dans la peau de Google, donc d'explorer le site sans JavaScript, sans CSS, et de tester les différentes pages, la densité sémantique avant, après, le nombre de pages. Bah oui, si vous avez un site qui fait 10 000 pages et qu'après la refonte il en fait que 5 000, ça pourra avoir un impact négatif sur votre SEO, parce que Google va être habitué à explorer beaucoup de pages, et si vous réduisez la voilure, ça peut être néfaste sur toutes vos requêtes. Donc il y a aussi une estimation et un juger le pour et le contre par rapport à ça. Et il ne faut pas non plus être trop pressé, parce que il y a la recette SEO, mais derrière il y a aussi la recette technique, la recette fonctionnelle, donc il y a plusieurs choses qui vont se chevaucher en même temps. Donc c'est pour ça que la gestion de projet et la communication sont aussi les clés de la réussite dans un projet de refonte. Donc ensuite, une fois que tout le monde est OK, qu'on est prêt pour la mise en production, les équipes se synchronisent et il y a une nouvelle recette qui est faite une fois que le site est en prod. Et il peut y avoir plusieurs actions à faire. Donc la première, c'est de ne pas être trop pressé non plus. Il faut laisser un certain temps à Google, le temps de digérer cette migration. Parce que Google, on va dire qu'il est habitué à explorer un certain nombre de pages de votre site par jour. Et quand il va se rendre compte que votre site a été modifié, changement de design, changement d'URL, il y a des alertes qui vont se faire, qui fait qu'il va explorer votre site de manière beaucoup plus fréquente. Et du coup, c'est pour ça que des fois, ça peut faire des instabilités de serveur. Mais l'idée, c'est qu'il va digérer votre site en 3-4 jours. Et il faut compter environ entre 30 et 3 mois pour qu'il y ait une prise en compte totale de la migration. Ça va dépendre après de la taille de votre site. Un site de 100 pages, il va le digérer en 1 mois. Un site de plusieurs millions de pages, il peut prendre jusqu'à 3 mois. Du coup, après, l'idée, c'est de pouvoir analyser avec différents outils et de monitoring les différentes évolutions des KPI. Est-ce que les nouvelles pages sont bien indexées? Est-ce que la nouvelle page Search Console a bien été configurée? Et de checker après les différentes pages pour s'assurer que Google a bien digéré tout ça. Et ensuite, après, c'est de faire un suivi du positionnement pour voir les évolutions qu'il peut y avoir suite à cette refonte. Pour finir, je finirai sur les erreurs fréquentes que je constate encore pas mal de fois sur différents sites. Alors le fichier robot.txt, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un fichier qui permet de dire à Google les URL qu'on a le droit d'explorer ou non. Une des erreurs fréquentes, c'est de dire user agent, c'est-à-dire tous les robots de recherche, disent allo, refusé, slash, c'est-à-dire là je t'interdis d'explorer le site. C'est des choses qu'on voit encore régulièrement. Donc si vous avez un fichier robot.txt qui interdit le crawl, enfin l'exploration de Google, il n'y aura plus rien dans les résultats de recherche. Ce qui peut être similaire, c'est la partie no-index, c'est-à-dire toutes les pages ont du metaname robot no-index. Donc ça se voit encore régulièrement. Ou alors aussi des problèmes de contenu dupliqué, c'est-à-dire que votre pré-prod est indexé, votre version de dev aussi, ou que votre site est dupliqué sur plusieurs répertoires. Et ça, Google, il ne va pas kiffer parce que c'est dupliqué. Donc du coup, vous faites une concurrence interne, il ne va pas savoir quelle page bien positionnée, donc ça peut être très néfaste. Oubliez de tester son plan de redirection aussi. En général, des redirections, on fait des redirections qu'on va appeler 301, c'est-à-dire des redirections permanentes. Souvent, les développeurs mettent des 302, c'est des redirections temporaires. Donc du coup, ce n'est pas le même message qui est envoyé à Google et ça peut poser des problèmes. Et enfin aussi, qui est plus pour du web marketing en général, c'est d'oublier de transférer le nouveau plan de tracking Google Analytics, Google Ads, ou si vous faites du SMA ou d'autres types de traffic management, d'oublier justement de mettre ces tracking sur votre site. Est-ce que vous avez des questions sur la partie migration SEO? C'est technique. On y va, c'est parti. Oui, en préambule, vous avez parlé de migration avec changement de nom de domaine. Qu'est-ce que vous préconisez? Alors d'un point de vue SEO, non. Mais il n'y a pas que le SEO dans l'équation. Si c'est vraiment important en marketing, c'est-à-dire changement de marketing, ça peut se faire. Mais il faut le préparer en amont, parce que le nom de domaine, c'est quelque chose qui est vraiment crucial pour Google. C'est ce qui va concerner toute l'autorité et la popularité. Si vous changez le nom de domaine, même avec les redirections, vous allez quand même perdre un peu en autorité et en popularité. Donc l'idée, c'est de le travailler en amont, de populariser le nouveau nom de domaine, de communiquer si possible aussi online et offline pour préparer la transition. Parce que la migration de nom de domaine, c'est le plus violent. On a des cas de... Alors il y a Price Minister et Rakuten qui ont très bien fait ça. Ils ont fait du co-branding pendant quelques semaines, voire quelques mois, pour justement que les internautes aussi comprennent qu'il y a un changement. Et ils ont fait de la pub télé derrière pour envoyer d'autres signaux à Google.
Mais si vous faites une refonte de nom de domaine, enfin une refonte avec un changement de nom de domaine sans préparation préalable, vous allez perdre 30%, voire plus de trafic pendant presque un an, quoi. Ouais, Laurent, c'est ce que tu qualifies de préchauffe, hein. Et là, Ouais. il faut bien chauffer, quoi. Voilà. Des témoignages, je pense qu'ici, des cas de refonte, il y en a eu. Parfois, ça peut être dans la souffrance, dans la douleur, mais aussi ça peut être bénéfique, que ce soit les deux plans. Est-ce qu'il y a des témoignages ici? Vous avez deux experts, je pense qu'il faut vraiment, là, il y avait des questions là. Il y a des questions peut-être sur la migration qui demandent effectivement des dimensions techniques, hein. Voilà. C'est comme reconstruire une maison, quoi, en termes il faut faire appel à plusieurs corps de métier, donc c'est pour ça que souvent les délais sont sous-estimés et ça peut être fatal. Ouais. Bonjour, Virginie, Atout France. Concernant la migration, justement, on évoquait la volumétrie des contenus, les content factory, le fait de produire beaucoup, etc. Il faut aussi maintenir la qualité de son stock. Donc, produire beaucoup, c'est bien, mais il faut pouvoir assurer derrière. Donc, quand il s'agit de restructurer le stock et potentiellement de supprimer un certain nombre de contenus, quelles sont vos recommandations dans ce domaine ? Tu veux y aller? Merci. Oui. Alors, c'est vrai qu'on peut parler de content pruning, c'est-à-dire, admettons, j'ai créé 2000 contenus, je fais une migration et je me dis, bah ouais, mais peut-être que sur ces 2000 contenus, il y en a peut-être seulement 30% qui font du trafic. Hein, donc ça, faut le savoir, hein, la stat. Hein, moi, je vois avec tous les prospects qu'on voit avant qu'ils utilisent CMJ, hein, 20 à 30% des contenus qui font du trafic. C'est-à-dire qu'en gros, les 2 tiers de vos contenus que vous créez, en général, ne se positionnent pas sur Google. Il faut l'avoir en tête. C'est assez violent. Et donc, le sujet se pose la question de qu'est-ce que j'en fais de ces contenus. Donc là, il y a plusieurs approches parce que là, pour le coup, ça sera vraiment du cas par cas. Il y a potentiellement, tiens, j'ai fait 5 petits contenus sur tel sujet, mais il vaut peut-être mieux les agréger ensemble pour en créer un nouveau. Il y en a d'autres, on va peut-être les supprimer parce qu'ils ont zéro valeur ajoutée pour l'internaute, etc., etc. Et ça sera un travail de fond. Après, peut-être que d'un point de vue migration, on aura peut-être intérêt à faire des migrations en plusieurs temps. Un temps qui est très ISO, c'est-à-dire peut-être on ne touche pas au contenu au début pour éviter de créer du bruit sur si on a une chute de trafic, on ne saurait pas si c'est à cause du content pruning ou pas. Donc peut-être qu'on attendra après la migration éventuellement pour le faire. Il faut savoir que dans les migrations, hein, plus vous menez des actions en parallèle pendant votre migration, plus vous prenez de risques de perdre du trafic et plus c'est compliqué de savoir, oui, mais quelle est l'action qui a fait que j'ai perdu du trafic. Donc plus vous êtes ISO avec l'actuel, plus c'est simple, et après d'y aller step by step. Oui, c'est pour ça que ça c'est le monde idéal. Après, dans la réalité économique, des fois, on veut faire justement plein de choses en même temps et du coup, on augmente les risques. Mais pour revenir à la question, moi je dirais que c'est du cas par cas. En fait, après, l'idée c'est d'analyser ces contenus et de regarder sur les 16 derniers mois s'ils ont généré du trafic, oui ou non. Et s'ils n'ont pas généré de trafic, est-ce qu'ils se positionnent sur des mots-clés en top 100 ? Et en fonction de ces réponses, ça permet de se faire un arbre de décision et de se dire, bon, ok, on va peut-être pas couper tout d'un coup, mais au moins les 10% plus mauvaises et garder même les autres en se disant soit elles servent à rien, on va les jeter, on va les remettre dans un autre contenu, soit on va les réoptimiser en temps 2. Parce que si vous passez, comme je disais, c'est une question de proportion hein, pour Google. Hein. S'il a l'habitude d'explorer 5000 pages et qu'il se retrouve avec 500, vous vous retrouvez avec 10% de vos pages, mécaniquement, vous n'avez plus la même portée qu'avant et vous allez perdre en référencement. Donc tout ça, ça se mesure avec des critères de pondération. Ouais. Merci pour vos réponses claires. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages, d'autres questions en fait, sur la partie migration? Alors, j'ai une question hein, à vous poser. Bon, globalement, c'est vrai on imagine qu'on passe de 100 000 pages à un site qui fait 30 000. La problématique, elle est quand même assez forte. Le choix de garder cette page ou l'autre, le fait de modifier une page qui a du link juice, en fait, qui est assez populaire, c'est quoi vos conseils que vous pouvez donner ici au public? Est-ce que, en gros, de réenrichir grâce à du silo sémantique un article qui a déjà été publié, comment ça peut être perçu par rapport aux algorithmes? Là-dessus, en tout cas, moi, hein, je pense que l'élément clé, hein, c'est est-ce que cette page cible un mot-clé? Une intention, est-ce qu'elle sert à quelque chose pour l'internaute? Il faut aussi se poser cette question-là. Ouais. Donc, si c'est une page qui ne sert pas à l'internaute et qui, du coup, ne va pas apporter de réponse à l'internaute, ne va pas se positionner sur un mot-clé, là, a priori, cette page a peu d'intérêt.
Ce qui peut être utile aussi, bon alors c'est un peu plus technique après, c'est de faire de l'analyse de log. L'analyse de log, c'est quoi? C'est en gros un Google Analytics pour Googlebot. En gros, c'est des outils qui vont permettre de comprendre le passage de Googlebot sur votre site, voir quelles pages il explore, les pages qu'il n'explore pas. Et si on se rend compte que cette page-là, il ne l'a pas explorée depuis 6 mois, c'est qu'il y a peut-être des raisons. Soit c'est parce qu'elle n'a pas un bon maillage interne, c'est-à-dire qu'elle n'est pas bien liée au sein du site, soit qu'il estime qu'elle est tellement pourrie, entre guillemets, en termes de contenu ou de densité sémantique, qu'il ne la juge pas pertinente et qu'il ne veut plus l'explorer. Donc quand on a des doutes, ça peut être des pistes aussi à explorer pour se dire est-ce que ça vaut le coup de couper cette page ou pas. Merci. Donc là, on sort officiellement de la thématique migration. Il y a eu des personnes qui ont assisté à la première heure et la deuxième heure. D'accord. Donc là, tout feu croisé. Là. Donc s'il y a des questions de tout ordre, allez-y. Hein. Allez, on y va. Ici, la galanterie quand même. On y va. Bonjour, Emmanuelle, directrice d'un hôtel sur Saumur. Je voulais savoir à quelle fréquence il fallait répondre aux avis positifs. Bon, j'ai envie de dire le plus tôt sera le mieux, parce que ça montre comme ça, Google verra qu'il y a peu de temps entre le moment où vous postez l'avis et le moment où il y a la réponse. Après, pour donner entre 24 et 72 heures, je pense que c'est... Est-ce qu'il faut répondre à tous les avis positifs? Après, un merci, ça peut suffire aussi, mais je veux dire, ça va dépendre. Ce qui peut être intéressant de regarder, c'est là aussi, c'est de regarder ce que font vos concurrents et de juste faire 15 ou 20% mieux qu'eux. Okay. Merci. Est-ce que tu peux mettre la slide finale, s'il te plaît? Merci. Donc Boris, je m'occupe du product chez Cocktrotter. On fait des widgets pour les territoires ou des plateformes comme Partir ici. Une question, c'est dans la stratégie SEO. On avait parlé de contenu chaud. J'avais cru comprendre que, type que faire un Mandelieu Napoule en mai 2023, j'avais cru comprendre que ça performait bien parce que c'était contextualisé. Toutefois, on a dit que ça pouvait mettre 6 à 8 mois pour qu'une page rank bien. Et on ne va pas créer en décembre que faire à Mandelieu Napoule en mai. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut insérer une stratégie SEO de contenu chaud? Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, parce que l'exemple, c'était que faire à Mandelieu, c'est ça? Oui, en mai 2023. En mai 2023. Voilà, ah oui. Pour avoir quelque chose de contextualisé, parce que j'avais cru comprendre que quand on était particulièrement contextualisé, ça fonctionnait bien. Oui, c'est intéressant ça, cette question, parce qu'on, dans un parallèle un peu différent, mais c'est un peu comme Black Friday. Black Friday 2023, Black Friday 2024, etc. Donc, que faire à Mandelieu en mai? C'est top, et de préciser 2023 pour l'utilisateur, il va se dire « Ah tiens, ce contenu il est à jour ». Donc quand il va être dans la première page Google, on est tous pareils, on préfère un contenu qui est bien à jour qu'un contenu qui date d'il y a 10 ans. Donc 2023, ça peut vous aider. Cependant, du coup, l'idée, ça sera de le mettre à jour une fois par an. Et après, le sujet, c'est est-ce que le contenu, les activités que faire en mai 2023, est-ce que c'est du contenu chaud ou du contenu froid? Parce que si c'est juste pour expliquer les randonnées à faire, etc., c'est juste chaque année, vous allez changer la date. Par exemple, nous, sur le site de SMJ, on a qu'est-ce que le SEO en 2023, qu'est-ce que le netlinking en 2023, et chaque année, on va changer la date, éventuellement mettre à jour s'il y a besoin de mettre à jour. Et du coup, là, on rentre, c'est un mix de... Enfin, ça reste quand même du contenu froid, en l'occurrence. Contenu chaud, c'est vraiment, j'ai une actualité à un instant T et clac, au bout de 48 heures, plus ou moins, on n'a plus besoin de la lire, quoi. Mais donc ce serait d'actualiser la page chaque mois Ah non, là, par exemple, vous allez vous faire une page que faire en mai. Vous n'allez pas mettre la date dans l'URL, du coup. Dans la title, vous pouvez mettre 2023 dans la title. Et dans la title, vous mettez 2023 et vous allez faire cette page pour chaque mois. Donc vous allez avoir 12 pages du coup pour chaque mois. Et chaque année, vous allez pouvoir les mettre à jour. Et du coup, vous allez garder la même URL et mettre à jour le contenu. Donc vous allez changer 2023 en 2024 et mettre à jour le contenu, par exemple. Okay. L'intérêt, c'est de rester sur la même URL parce que Google va, avec le temps, avoir un certain historique et une habitude de crawl et d'exploration et d'indexation. Donc, du coup, ça sera plus efficace que de recréer à chaque fois une URL chaque année. Voilà. Et par exemple, pour les sites e-commerce, Black Friday, solde, systématiquement, ils utilisent la même URL. C'est juste qu'ils mettent à jour le contenu. D'où le fait, encore une fois, de travailler sur une matrice éditoriale, d'identifier les marronniers sur lesquels derrière on veut mettre de la puissance
et de faire en sorte de reprendre en fait une page et de faire cette technique de ne pas mettre en fait la date dans l'URL, mais bien dans les métabalises. C'est ça. Ici. D'autres questions? Alors, allez-y, je crois que le premier atelier, c'était sur tout ce qui est la notion intentionnelle, etc. Est-ce qu'il y a des questions, en fait? Allez-y, hein, vous avez vraiment des experts. Ça vaut le coup, effectivement, de leur poser des questions, des problématiques, des points de blocage, peut-être, que vous pouvez avoir. Merci. Moi, j'ai une question sur tout ce qui est émergent, parce qu'on parle surtout de s'appuyer sur les requêtes existantes et les volumes. Mais si on veut se positionner en amont et anticiper les tendances, est-ce que vous avez juste évoqué le sujet tout à l'heure en première session? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Merci. Oui, ça c'est un super sujet, tout ce qui est comment détecter en amont les nouvelles tendances. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est mots-clés, volume de recherche, ce sont des données qui ont en général, il y a un peu 3 mois d'inertie, plus ou moins. Donc quand on est sur des sujets où on veut vite détecter des nouvelles tendances et se positionner très rapidement, le sujet c'est quels outils on va utiliser. Techniquement, on peut utiliser, le sujet c'est détecter la tendance, ça peut être fait avec du social listening, ça peut être fait également, donc par exemple avec des outils type Digimind, etc. Donc là l'idée c'est écoute de réseaux sociaux pour détecter certaines tendances. Et également, il faut utiliser aussi Google Trends. Notamment à un moment donné, je parlais de l'outil Supermetrics. Ça vous permet par exemple sur 500 mots-clés dans un Google Sheet récupérer les Google Trends sur 5 ans ou sur les 5 dernières semaines. Et ça pour du traitement, je dirais en lot, ça peut être intéressant également. Et après, il y a certaines plateformes ultra spécialisées de détection de nouvelles tendances, même géolocalisées. Mais j'ai même plus le nom en tête. Mais c'est un sujet qui, pour le coup, qui a assez tendance, détecter une nouvelle tendance, sans mauvais jeu de mots. Ultime question, parce que les ventres on commence à avoir un petit peu faim, hein, donc voilà, puis peut-être un petit moment de convivialité. Dernière question peut-être? Rebonjour. Peut-être une problématique par rapport à avoir un site qui passe en mode été et en mode hiver. Par rapport au contenu, est-ce que le mieux c'est d'avoir des pages avec des contenus qui s'adaptent en fonction du mode sur lequel on est? Parce qu'on a, par exemple, nous sur notre site, on a un switch qui permet de passer en mode été ou hiver. Du coup, on a des blocs paragraphes qui ne montrent que si qui s'affichent que si on est sur un mode. Après, on a aussi des pages qui sont les mêmes, mais que le contenu est adapté en fonction de la saison. Enfin bon, nous, on a une grosse problématique là-dessus. Je ne sais pas, en termes de référencement, ce qui est le mieux. Le mieux pour que ça soit pérenne, c'est le moteur, il a besoin de stabilité et de pérennité. Donc l'idée, c'est d'avoir mettons là, vous avez tous vos groupes d'URL hiver, et là, vous avez tous vos groupes d'URL été. Après, votre page d'accueil, elle peut switcher en mettant en avant via la navigation plutôt votre partie été ou plutôt votre partie hiver. Parce que si tous les 6 mois vous avez sur le même URL, vous mettez un contenu été et après vous remettez un contenu hiver, ça va pas le faire sur le long terme et ça peut créer des incohérences au niveau du moteur. Donc l'idée c'est de garder ces URL là, mais juste de moins les mettre en avant, de moins les mailler en fonction de vos actualités marketing et business. Très bien, mais ainsi s'achève en tout cas ces 2 heures. On tient vraiment, et je pense qu'on peut les applaudir. Merci à Laurent et à Nicolas.